Bonjour et bienvenue pour votre saga podcast de l'été, House of Emile, Powers of Aurélien. Alors pour un titre qui à la base était une blague dans l'email que j'avais envoyé à Emile pour lui suggérer cette saga d'émission, mais que du coup ça l'a beaucoup fait rire, du coup on a gardé le titre. Donc quel est le principe de House of Emile, Powers of Aurélien ? Je crois que je vais pas me lasser de le redire à peu près 14 fois par émission. Ouais, et d'autant plus que les blagues les plus courtes étant les meilleures, elle va durer 2 mois. Exactement. Et bien c'est ça, c'est 2 mois de podcast hebdomadaire qui vont donc vous suivre tout l'été. C'est une manière d'une certaine manière de se faire pardonner, car nous vous avons pas beaucoup fourni de contenu depuis le mois de mars, pour diverses raisons techniques sur lesquelles nous jetterons un voile pudique, étant complètement de ma faute. Et nous allons donc... Et beaucoup de manque de temps aussi. Et beaucoup de manque ne te de temps blâme aussi. pas entièrement. En tout cas, le principe va être assez simple pour la plupart des émissions. C'est nous revenons sur un des mois passés sur lequel nous n'avons pas fait d'émission. Par exemple, ce mois-ci, ce sera le mois de mars qui sera à l'honneur. Émile va choisir un coup de cœur du mois de mars. Moi-même vais choisir un coup de cœur du mois de mars. Et après ça, nous allons avoir une petite thématique où chacun d'entre nous allons faire de même un coup de cœur chacun. Et la première thématique de ce mois, ça va être les relectures de chefs-d'œuvre pour l'été. Quelle relecture on vous conseille avant d'aller sur les plages ? Mais commençons par les coups de cœur du mois de mars. Émile, quel est le tien ? Du coup, je vais enfin pouvoir reparler, puisque suite à une émission qu'on avait enregistrée qui n'a pas pu avoir lieu, j'avais beaucoup parlé en fait des Micronauts de Bill Mantlo, qui d'ailleurs faisait suite à la sortie événement donc déjà de Rome, du même Bill Mantlo sorti un mois avant, donc au mois de février. Et Micronauts, c'est une série aussi qui est assez à part, puisque déjà elle est signée par les mêmes scénaristes que Rome, et elle fait partie de ces séries-là, donc de chez Marvel, qui adaptaient des licences. Elle a commencé donc avant Rome, et Bill Mantlo à l'époque avait vu son fils s'amuser avec les jouets des Micronauts, et serait allé voir Jim Shooter pour lui proposer de contacter le fabricant et de faire quelque chose avec cette licence-là. Et ce qui s'est passé, c'est que le fabricant de jouets avait donné absolument aucune consigne artistique. Ça, du coup, ils avaient une liberté créative totale, ce qui est quand même plutôt cool. Et par contre, la seule condition, c'était que les persos ne pouvaient pas apparaître dans les autres comics Marvel. Par contre, à l'inverse, les persos Marvel pouvaient apparaître dedans. Ce qui fait que, par exemple, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est dans le run de Byrne, on voit les Fantastic Four partir d'un endroit et en fait, c'est lié aux Micronauts, épisode qui n'était pas inclus dans l'omnibus à l'époque, puisque justement, à l'époque, Marvel n'avait pas récupéré la possibilité de rééditer ces épisodes-là. Une des particularités aussi des Micronauts, c'est que justement, vu qu'elle a été confiée à Bill Mantlo, on a quand même beaucoup parlé ces derniers mois, et on risque d'en reparler quand on rendra à nouveau disponible son Alpha Flight. J'en profite, je t'interromps, mais pour expliquer sur le Alpha Flight, c'est vrai que après le run de Byrne, il y a le run de Mantlo, connu entre autres des lecteurs de Strange de l'époque, le seul problème étant que ces épisodes-là n'avaient pas été republiés par Marvel en qualité HD, et que donc on n'y avait pas accès, ce qui avait bloqué l'intégrale Alpha Flight à la fin du run de Byrne. Et désormais, il y a un omnibus Mantlo qui est prévu en VO, ce qui va nous permettre de poursuivre les intégrales Alpha Flight. Bien sûr, on en reparle dans de prochaines big news de ça. Tout à fait. Et dans une prochaine série de l'été, peut-être. Et du coup, Bill Mantlo, c'est quelqu'un qui crée beaucoup de personnages originaux. On l'a vu avec Rome, et là, on le voit encore avec Micronauts. Là, il crée donc la princesse Marie. On va aussi voir l'arrivée d'un personnage qu'on a retrouvé après plus tard, qui est Captain Universe, qui est même une itération dans Spider-Verse. Et on a aussi donc Bug, qui est un peu le comic relief en fait de la série. Comic relief qui d'ailleurs va avoir un héritage, on va dire, tardif dans une série très connue, puisque en fait ça fait partie des personnages finalement les plus connus au début d'Annihilation, avec Drax et compagnie, puisque Abnett et Lanning, voilà, et Keith Giffen vont du coup reprendre ce personnage-là pour faire ce qui est un peu le nouveau noyau dur des nouveaux Gardiens de la Galaxie au moment de Annihilation. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'à ce moment où la série est lancée des Micronauts, et Mantlo le raconte en interview,
Stanley et Jim Shooter, ils trouvaient le numéro un peu compliqué en fait à la compréhension, parce qu'en fait il y a beaucoup de lore qui est balancé dès le début, et j'avoue très honnêtement qu'en sortant de Rome et en enchaînant avec les Micronautes, c'était aussi mon cas. C'est-à-dire que déjà entre le style de narration n'est pas tout à fait le même, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont envoyés dans la tronche, avec une énorme carte des dimensions où honnêtement on se dit oula, ok donc j'ai tout ça absorbé pour essayer de comprendre. En plus il y a le dessin de Michael Golden qui est quand même très à part pour l'époque, très fluide. C'est-à-dire, du coup, on sort d'un peu du côté très carré qu'on peut retrouver, par exemple, avec Buscema chez Rome. Là, on est vraiment sur des personnages qui ont l'air d'être un peu en apesanteur. Je comparais ça un peu à All Red, hein, tu vois, d'une certaine manière. Ce côté un peu souple des personnages, quelque chose de très graphique, qui est compliqué à rendre avec des mots, en tout cas, mais quand on le voit, on se dit, ah ouais, c'est fou, quoi. Genre, on a l'impression ouais, que, je sais pas, que les personnages marchent ou se tiennent d'une manière assez curieuse. Et je pense aussi, d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que le travail de Golden sur les 12 premiers numéros marche autant, c'est que c'est vraiment un style vraiment à part. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah voilà, moi j'ai vraiment apprécié la relecture, du coup, là, ces épisodes-là, une fois intégré tout le début qui est un peu ardos. Et notamment, après, ben, il y a quand même une partie graphique qui est quand même de haute volée, puisqu'après, on a ni plus ni moins que Howard Checking sur 6 numéros. D'ailleurs, Howard Checking, qui pour l'anecdote, d'ailleurs, va signer les couvertures de la série, qui s'inspire beaucoup des couvertures de Star Wars que Checking a dessinées. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais Micronautes commence à quelques mois près autour de la sortie de Star Wars chez Marvel. Donc c'est plutôt intéressant en plus d'avoir ça en tête, qu'on voit le fait que les Micronautes, ça raconte une princesse qui se fait enlever par un empereur démoniaque dans une dictature, et avec un gars dans un vaisseau spatial avec des animaux un peu chelous. Donc ouais, c'est vraiment très proche et c'est assez drôle pour ça. Et ensuite, donc Check-in reste que 6 numéros, et puis après on va trouver Pat Broderick jusqu'au numéro 34. Et après, on a encore 2 omnibus avec quand même de jolis noms derrière, notamment Butch Guice, qui du coup en fait, a fait des numéros dans 3 omnibus qui vont compiler les 59 épisodes plus les 20 épisodes de Micronauts The New Voyages, qui à mon avis de promettre du très très bon, parce que j'avoue avoir finalement passé un très bon moment en lisant les Micronauts, mais surtout ne pas le lire en ayant en tête de revoir du Rome, c'est quand même assez différent. Mais je trouve que c'est ce qui fait aussi la force de Mantlo, c'est d'arriver à écrire autant de titres par mois et d'arriver à quand même proposer aussi bien, comme d'habitude, les mêmes qualités, à savoir écriture des personnages, développement des intrigues au court terme et tout. C'est toujours un petit plaisir à lire ces omnibus. Du coup, après avoir parlé un peu de la magie du microverse, on va parler d'un autre type de magie, la magie peut-être nécro, d'une certaine manière. Superbe transition, aucune note. Donc, ouais, moi, mon coup de cœur du mois de mars, c'est un auteur dont finalement, en fait, je parle très régulièrement, j'ai l'impression, dans les Panini Cast. C'est marrant parce que c'est pas celui qui me viendrait en premier dans mes coups de cœur, mais en vrai, c'est vrai que j'aime vraiment son écriture super héroïque. C'est Jed MacKay, et l'album qu'on a sorti au mois de mars dont j'ai envie de parler, c'est le Deluxe qui est consacré à la série Strange. Alors la série Strange qui est le 2e volet de sa trilogie autour du sorcier suprême, on va dire. Le premier volet étant la mort du Docteur Strange. Le 2e volet, Strange, étant focalisé sur Cléa et sa quête de ressusciter le bon docteur. Et après cela, il y a une série Doctor Strange qui sera publiée plus tard cette année en Deluxe. Du coup, comme souvent chez Jed MacKay, je trouve qu'il y a une vraie science de l'écriture des super-héros Marvel. Il y a une capacité à utiliser l'histoire des personnages, raconter des nouvelles histoires, à retisser des nouveaux liens, à avoir un côté très pop, j'ai envie de dire, avec énormément d'aventures, de rebondissements, d'idées là ici. Et en plus de ça, il a une capacité à gérer un cast de personnages assez large et à trouver des astuces pour leur donner de la place pour vivre. Ici, par exemple, vu que le Docteur Strange est mort, le premier volet, la mort du Docteur Strange, donnait un bon indice sur la situation. Le fait est que Cléa récupère littéralement le manteau avec la cape de lévitation et l'œil d'Agamotto du bon docteur, et récupère le titre de sorcier suprême de cette dimension. Le truc, c'est que Cléa, elle est aussi la sorcière suprême de sa dimension, vu qu'elle vient de la même dimension que Dormammu, qui est donc, elle est une flatline, et le fait est que elle vient d'une dimension guerrière, et donc elle a une approche
assez bourrine de son rôle de sorcière suprême, et elle va du coup non seulement avoir cette approche assez rentre-dedans pour protéger la planète, mais à côté de ça, elle va aussi avoir un but très clairement identifié dès le départ, qui est, elle veut ressusciter le Docteur Strange. Et elle le dit dès le début, elle va trouver une solution pour ça. Et on se doute bien de toute façon que ce soit elle qui réussisse ou pas, Stephen Strange va revenir à un moment. On est au courant dans les comics, on sait comment ça se passe. La question n'est pas tant de savoir s'il va revenir, mais comment il va revenir, dans quel état, quelles vont être les conséquences, quelle va être la solution trouvée. On est dans le monde de la magie, les solutions à trouver vont toujours avoir des conséquences en elles-mêmes, etc. Donc il y a tout ça qui se pose comme question, et en fait on est pris avec elle, on est avec elle dans cette quête, et c'est l'occasion de creuser le personnage de Cléa. Alors je vais pas dire que je suis un spécialiste du Doctor Strange, mais le fait est que avant la série de Jason Aaron, il y a pas eu de série régulière pendant des années, donc il y a eu quelques mini-séries que j'ai lues, etc. Et j'ai lu les séries régulières depuis Jason Aaron, et c'est vrai que Cléa est apparue ici ou là, mais au bout du compte, ces dernières décennies, elle est très peu apparue, et c'est donc l'occasion en fait de la redéfinir, lui redonner un coup de projecteur, la remettre en avant, et en faire un personnage en 3 dimensions avec ses qualités, ses défauts, et voilà. Et c'est du coup assez réjouissant à lire, sachant qu'à côté de ça, Jed McKay s'éclate aussi avec le personnage de Wong, s'éclate aussi en inventant des nouveaux méchants, en inventant des armes comme des grenades qui invoquent des démons, etc., etc. C'est assez réjouissant à lire. Comme j'ai dit, il utilise vraiment extrêmement bien tous les codes du super-héros, et c'est pas pour rien que que ce soit sur Moon Knight, que ce soit sur X-Men, que ce soit ici ou sur Blood Hunt, c'est toujours un côté très aventure avec un grand A, et qui rappelle le côté presque un petit peu premier degré du super-héros, mais qui le fait d'une manière extrêmement chouette et agréable. Ouais, je plus sois fortement. Bon, du coup, après avoir parlé donc, de nos coups de cœur du mois de mars, je propose qu'on parle de nos relectures de chefs-d'œuvre, qu'on passe au thème finalement qui est inscrit sur la vignette de l'émission quand même. Et du coup, je propose de commencer avec le plus vieux, hein. J'ai l'impression d'être un peu la caution patrimoniale de l'émission, et ça va pas encore changer avec l'Escadron Suprême, donc le chef-d'œuvre de Mark Grunwald avec pas mal de dessinateurs, alors surtout sur cette maxi-série en 12 numéros, donc il y a Bob Hall, Paul Ryan et, si je dis pas de bêtises, un numéro de John Buscema, pour ce qui est à la fois, allez, osons-le, le pré-Watchmen de Marvel et à la fois la meilleure fanfiction jamais écrite sur la Justice League. Puisque Mark Grunwald, en fait, reprend une parodie de la Justice League qui a été faite à l'époque par Roy Thomas, si j'ai pas de bêtises, dans sa série Avengers. Je me permets de dire que c'est presque plus du pastiche que de la parodie, dans le sens où il n'y a pas une volonté forcément comique derrière les personnages. Ok, Maître Capello, tu veux jouer avec ça? Tu reprends les gens quand ils disent one shot de maxi-série aussi? Non, blague à part, ok, effectivement, c'est vrai que t'as raison, il y a moins ce côté, parce que je crois qu'en plus il y avait une histoire d'escadron sinistre aussi dans le premier nom qu'avait trouvé Roy Thomas pour cette équipe-là. Et ce que fait Grunwald, en fait, c'est que, donc déjà, qui est Grunwald? Grunwald, c'est un peu un homme de l'ombre chez Marvel. C'était un éditeur et c'était aussi un des responsables de la continuité. C'est-à-dire que c'était un peu le mec qui venait un peu titiller, qui venait taper sur l'épaule des gens en disant faut respecter la continuité Marvel et tout le lore en fait de l'univers. Mais aussi Grunwald, et c'est ce qui est un peu évoqué à la fin dans les notes des différents auteurs qui lui rendent hommage, notamment Mark Waid, c'était quelqu'un qui avait une énorme culture DC Comics, et qui, avec Mark Waid, se lançait dans des jeux où, en gros, dans les couloirs, il se disait numéro, et en fait, il fallait qu'il devine l'intrigue de l'issue de Justice League à partir juste du numéro. Donc c'était ce degré de nerdisme, apparemment. Et Grunwald, c'est aussi un personnage que vous pouvez voir dans la Fantastic Four de Simonson, puisqu'il est représenté sous le directeur de la TVA, donc la Time Variance Authority. Donc voilà pour l'anecdote. Quand vous voyez donc Owen Wilson dans la série Loki, en fait c'est Grunwald initialement dans le comics. Donc tout ça pour dire que l'Escadron Suprême, pourquoi c'est un chef-d'œuvre alors? C'est un chef-d'œuvre parce que déjà, effectivement, je l'ai dit, au moment où en gros il y a quelques années avant American Flag de War Check-in, un an après il y a Dark Knight Returns, il y a aussi Watchmen qui va commencer.
disons que cette série-là s'inscrit dans cette grappe-là d'œuvres vraiment qui vont remettre en question le super-héros, qui vont aussi, du coup, avec un format qui est celui de la maxi-série, donc 12 numéros, commencer à un peu arriver à ce côté de récit complet en un seul tome. Parce que, certes, il y a une intrigue sur le court terme à chaque numéro, mais on est sur une intrigue, en fait, qui commence avec l'équivalent de la Justice League a gagné, en gros, la guerre contre le grand méchant. Qu'est-ce qu'on fait après ? Est-ce qu'on ne ferait pas une utopie ? Est-ce qu'on ne prendrait pas le pouvoir pour, du coup, avec les meilleures intentions du monde, changer vraiment le monde ? Donc bien avant en fait Kingdom Come, The Authority, Civil War et d'autres séries comme ça, on a déjà une série en fait qui abordait ces thèmes-là, qui est celle de Grunwald, et qui justement avec ce rythme de un numéro, un mois, on va voir l'année qui va s'écouler suite à la prise de pouvoir de l'Escadron Suprême, et c'est en fait une prise de pouvoir qui va se faire de manière feutrée. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont commencer à dire « Bon, on va supprimer les armes, pas de problème. On va ensuite, du coup, faire en sorte qu'il y ait la paix dans le monde. Ok. Puis après, ça va être, on va lobotomiser nos ennemis pour qu'ils nous obéissent et qu'ils deviennent de bonnes personnes. » Et là, c'est un peu moins ok. Et dès le début, en fait, l'équivalent de Batman, dans cette équipe-là, va faire sécession avec l'équipe. Et petit à petit, on va aussi voir justement des membres en fait, être poussés jusqu'au retranchement et voir jusqu'où ils seront prêts à aller en fait, pour imposer le bien. Et je dis vraiment imposer. Et c'est ça aussi que la série est assez géniale. Aussi pour sa noirceur, avec des numéros vraiment qui sont des fois vraiment très brutaux. Et vraiment, ouais, je pense que si vous n'avez jamais eu l'occasion de le lire, nous, c'est une série qu'on a éditée, parce qu'elle n'était plus éditée depuis un petit moment en France. C'était chez Semix, si je dis pas de bêtises. Ouais, non ça devait même être avant, parce que c'était dans la revue Spidey en 87. Voilà, donc du coup, elle était inédite depuis quasiment 40 ans. Et donc nous, on l'a réédité en deluxe, avec d'ailleurs à la fin un petit graphic novel que j'ai un peu oublié, parce qu'honnêtement, le cœur du récit, c'est vraiment cette maxi-série-là. Et je pense que si vous cherchez un peu ce genre de récit très moderne et avant-gardiste, L'Escadron Suprême, c'est parti un peu des grands bijoux, je trouve, de ces années-là. Au même titre que par exemple Golden Age de Robinson chez DC Comics, des récits en fait qui sont vraiment très avant-gardistes et qui sont vraiment surtout un peu oubliés des fois, je trouve, et pas forcément toujours mis en avant, alors que vraiment c'est fait partie, je pense, des meilleurs comics et de mes comics préférés. Ouais, il y a quelques séries comme ça dans les années 80 où Marvel a vraiment repoussé les limites du côté super-héroïque. On peut aussi penser à une série complètement inédite en VF qui est Strike Force Morituri, Oui. qui est un peu dans la même veine. Et c'est des séries où vraiment ils sont dans la lignée de ce que peut faire Alan Moore au même moment, qui est de prendre la question du super-héros et de se dire où s'arrête le principe du super-héros et où commence le super-fasciste, quoi, d'une certaine manière. Donc, Oui, c'est ça. et c'est toujours intéressant, et c'est intéressant surtout même il y a une espèce de double intérêt. Il y a l'intérêt de lire l'histoire en tant que telle parce qu'elle est vachement bien, et à côté de ça un intérêt dans l'histoire des comics, de mettre ça justement en parallèle des autres histoires du même genre et de voir comment une espèce de questionnement émerge de manière plutôt protéiforme dans plusieurs titres, quoi, quasiment en même temps, quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs entre guillemets son défaut, c'est que finalement, graphiquement, elle est très ancrée dans l'époque actuelle. Alors, elle est peut-être moins avant-gardiste au niveau dessin que avait pu l'être un Dave Gibbons sur Watchmen, justement, ou Miller sur Dark Knight Returns. Et je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça quand même. C'est-à-dire que, certes, Ryan et Hall ne sont pas Dave Gibbons ou Miller, mais c'est aussi dans une époque, et je trouve que justement le fait que ce soit une série qui soit sortie un peu comme les autres rendait peut-être son propos peut-être encore plus impactant, et c'est-à-dire que c'était pas marqué en fait dessus dès la couverture ou l'intérieur que ça allait révolutionner le monde du comics. Et pourtant, vu le nombre de fois où c'est cité et l'empreinte que ça a laissé sur pas mal de scénaristes et de créatifs, clairement ça a marqué beaucoup de gens. Bon, autre chef-d'œuvre moderne qui parle de super-héros et peut-être de super-fascistes. Voilà, un peu, parce que c'est un des sujets de prédilection du scénariste. Je vais du coup sur quelque chose de beaucoup plus récent, vu qu'on est sur 2019-2020, suivant si on regarde la publication VO-EVF. Et vu le nom de notre émission, House of Emil Powers of Aurélien, je ne pouvais pas ne pas parler de House of X Powers of 10 de Jonathan Hickman, Pepe Larraz et Hervé Silva.
C'est pour moi vraiment un chef-d'œuvre. C'est comme tu disais, on est dans la même lignée parce que c'est vrai que déjà parlons du pitch, quoi. Le pitch c'est une réinvention complète du lore X-Men à un moment donné. Les X-Men décident de devenir une nation mutante internationale avec comme principal lieu d'existence l'île de Krakoa où tous les mutants du monde entier sont invités à venir résider s'ils le souhaitent. Et du jour au lendemain, du coup, il y a une superpuissance supplémentaire qui existe dans le monde, qui est l'île de Krakoa et la nation mutante. Les conséquences vont être multiples et énormes. Et en plus de ça, il y a plein de rebondissements à tiroir à l'intérieur de la maxi-série, qui va en plus s'intéresser à un futur lointain, tout en redéfinissant au passage certains personnages. C'est d'une ambition totale et démesurée, c'est extrêmement bien, c'est plein de concepts de science-fiction, de comics, de super-héros, enfin même presque assez peu de super-héros en vrai, et où ça questionne le pouvoir, l'usage du pouvoir aussi, donc comme Squadron Suprême et tant d'autres, et comme le fait souvent Jonathan Hickman, hein, c'est une de ses thématiques principales de questionner le pouvoir et l'usage qu'on en fait. Et évidemment, c'est pas parce qu'on est quand même du côté des X-Men et du côté des mutants en tant que peuple opprimé qu'on ne peut pas parfois se poser des questions sur ce que sont en train de faire Xavier, Magneto et consorts quand ils créent un gouvernement où personne n'est élu et où ils invitent à la table du gouvernement des personnes parfois à la morale quelque peu douteuse. Oui. Et est-ce que Dans Sable ne méritait pas un procès? Tu vois. Ça pose des questions comme ça. Est-ce que Dan Sabre, qui est un serial killer à la morale inexistante... Il a ses problèmes. Je ne te voilà. permets pas de juger. Tu vois. Ouais, mais c'est justement, ça fait partie des questions. J'ai eu ce débat-là avec un ami avocat qui, évidemment, estimait largement l'importance du procès. Bon, moi, je jouais un petit peu plus le rôle du oui, mais bon, c'est quand même dans le sabre. Mais en vrai, oui, sans doute, avait-il besoin d'un procès. Et en tout cas, ouais, ça pose plein de questions de ce type-là. Et c'est vachement bien. Ouais, moi, honnêtement... Oxbox, comme on le surnomme, c'est un de mes récits préférés ever. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est un récit que j'ai déjà lu un nombre incalculable de fois parce que je me suis pris une claque magistrale à la lecture. Évidemment, ça pose toutes les bases de l'ère Krakoa qui vient derrière, mais au-delà de ça, c'est déjà génial à lire comme ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le récit le plus moderne qu'on sort en poche. On le sort là en fin d'année en Marvel Poche. Donc, si vous avez toujours pas franchi le Rubicon et vous êtes lancé dans la lecture de Oxbox, je vous conseille vraiment de le faire à cette occasion parce que voilà, c'est l'occasion de se lancer. Alors après, nous, on n'envisage pas pour l'instant de sortir les séries Dawn of X et compagnie en poche derrière. Voilà, parce qu'on vient juste de les finir en deluxe, donc on est en train de les finir en deluxe même d'ailleurs. C'est ça, voilà, c'est pas le but, c'est pas d'enchaîner. Ça arrivera peut-être un jour, mais voilà. Mais voilà, ça peut être l'occasion de voir si vous avez envie de vous lancer dans les deluxe ou pas. Est-ce que vous accrochez à ce nouveau statu quo? En tout cas, quoi qu'il en soit, de toute façon, la lecture de Oxbox pour moi c'est vraiment, je le recommande à très très haut degré. Il y a juste un point sur lequel je tiens à souligner, histoire de conclure, c'est que on est tous un peu au même niveau quand on lit House of X, Powers of Ten. Il y a plein de références à des choses que si on est un lecteur de longue date, on fait ah ouais, là ça c'est une référence à ça, ah ouais, d'accord, tu utilises tel personnage pour faire ça, ok, très bien, super. Mais en vrai, on est même voilà, quelqu'un comme moi qui avait lu je pense à peu près toutes les séries X-Men des 30 dernières années au moment où je découvre Oxbox, il y avait quand même plein de moments où j'étais perdu et c'est volontaire. Hickman fait un saut dans le temps, secoue le cocotier et donc il y a plein de choses où on est perdu même en étant un lecteur de longue date. Donc si vous êtes un lecteur qui connaissait pas très bien les X-Men, si vous avez l'impression d'être perdu à certains moments de votre lecture, c'est normal, c'est le but. Le but, c'est qu'on perde un peu pied à la lecture. Et pour moi, c'est en fait un sentiment qui est aussi extrêmement rafraîchissant. On a tellement l'habitude de savoir où on va que les moments où on a des comics qui arrivent à nous bousculer à la hauteur de ce que fait House of X, Powers of Ten, moi, ça me réjouit énormément.
Ouais, bah, je confirme, hein, de toute façon, pour avoir découvert House of X et par-delà même un peu les mutants, parce que j'avais pas lu autant de X-Men à l'époque. En gros, ces quelques mois, quand ça commençait à sortir, j'ai pris ça plein fouet et c'était absolument génial. Enfin, c'est-à-dire Mm. qu'en plus, pour peu qu'on suivait un peu les séries X-Men à l'époque, où bah, il y avait ça tâtonnait depuis des années, en fait, vraiment, on sait pas trop où on allait. Là, clairement, c'est à la fois venu mettre un goût de pied dans la fourmilière, en même temps aussi de proposer quelque chose d'extrêmement neuf et de remettre tout le monde sur un pied d'égalité en faisant un des trucs les plus radicaux depuis Morrison. Donc Mm. non, c'est vraiment un chef-d'œuvre moderne. Et surtout, rien que pour cette planche-là où Magneto est en contre-plongée avec le soleil en disant nous sommes les nouveaux dieux ou quelque chose comme ça. Pff, voilà. You have new gods now. Vous avez de nouveaux dieux maintenant. Ça, c'est tellement beau. Et en plus, voilà, c'était aussi bah, du coup le sacre aussi d'un dessinateur, Pepe Larraz. Ouais, et Hervé Silva, faut pas l'oublier non plus, mais c'est vrai Oui, oui, que bien sûr, bien sûr. c'est Mais c'est c'est vrai surtout Pepe que Larraz qui a pris la lumière, ouais, peut-être. d'autant plus que derrière, Pepe Larraz va rester, va revenir Ouais, signer pas mal oui. d'épisodes tout au long de Bah, le la Ten of saga Croix. Sword, il a signé les couvertures avec Ouais. aussi le dernier numéro en fait qui a conclu l'ère Krakoa, donc très symbolique. Ouais. Oui, il a un lien très fort avec toute l'ère Krakoa, donc c'est vrai que il y a ce côté-là aussi, mais oui, c'est vrai que la grammaire que Pepe Larraz Mm. déploie sur House of X est absolument délirante de qualité, quoi. C'est vraiment, ouais, comme tu dis, le sacre d'un très grand dessinateur. Mais pour Abbé Silva, je pense que ça va venir avec Doom quand on sortira en français et que les gens se rendront compte que c'est quand même très bien aussi. Ouais, mais je crois que c'est déjà le cas hein, sur Powers of Ten. Powers of Ten qui en plus a une lourde charge d'être une intrigue qui se déroule sur plusieurs époques très différentes. Ce qu'il y a de très bien, c'est qu'on a deux dessinateurs de très haut niveau. Mm. Oui, on peut peut-être dire que Pepe Larraz a un peu plus explosé grâce à ça, mais à aucun moment il y a des critiques en mode ah c'est dommage que on est plus sur deux dessinateurs d'exception D'ailleurs, c'est lui qui conclut, c'est Hervé Silva qui conclut avec l'autre dessinateur sur Fall of the House of X et Fall of... oui, il est sur Rise of the Powers of Ten. Bon, voilà, donc si jamais vous ne connaissez pas encore les X-Men de Krakoa, vous arriverez à comprendre de quoi on parle au niveau des titres. tous ces, Oui. tous ces Bon, X, alors, c'est un X ou c'est un ten? Je comprends pas. Bon bah du coup, ça vous fait déjà donc deux bons chefs-d'œuvre à lire pour cet été. on Et sait bah, ça. on se retrouve dans une semaine normalement, si tout va bien. Je croise les doigts. Pour nos coups de J'espère cœur que ce sera pas d'avril. la Follow the House of Emile et Follow the Power of Aurélien. Et ce sera pour du coup nos coups de cœur d'avril et les lectures divertissantes de l'été. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.